messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver pour la première de la semaine. On est donc le lundi 25 novembre 2024. On est en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Le thème du jour est le suivant. Santé de l'enfant quand le bien-être mental soutient le bien-être physique. Et on va parler des enfants, bien sûr. Alors les enfants, ces petits soleils qui illuminent nos vies peuvent parfois être assombris par des nuages d'anxiété. Troubles du sommeil, maux de ventre récurrents, pleurs inexpliqués. Ces signes ne sont pas à prendre à la légère. Ils peuvent révéler un mal-être profond chez nos enfants. Mais d'où vient cette anxiété? Comment peut-on l'identifier et surtout comment aider nos petits à traverser cette tempête? On en parle aujourd'hui avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir Dr Sarah Jarafi. Vous êtes pédiatre. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour de m'avoir invité. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Et merci aussi d'avoir fait le trajet de Constantine jusqu'à Alger. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Avec nous aussi Madame Farah Raisi. Vous êtes psychologue clinicienne et psychothérapeute. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. Alors, première partie, c'est le débat. Deuxième partie consacrée aux rubriques. Aujourd'hui, nous avons Soumia Zelouali avec sa rubrique Oui Cher et nous avons aussi Ouida Dagabi avec l'avis de l'expert et elle nous parle de la vaccination contre la grippe saisonnière. Un geste qui est important à faire pour sauver les vies des personnes qui sont les plus fragiles, on va dire. Vous saurez à qui est destiné justement ce vaccin, comment se protéger et tout ça, tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Sinon, vous pouvez nous appeler, pas nous envoyer, nous appeler plutôt, nous appeler pour poser des questions, témoigner sur le thème du jour au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et la première question est pour vous, Madame Raisi. Alors l'anxiété, qu'est-ce que l'anxiété au juste? L'anxiété, c'est un sentiment très proche du sentiment de la peur. C'est généralement avoir peur de quelque chose et qui s'installe dans le temps. Alors, l'anxiété, c'est un... Il faut aussi faire la différence parce qu'on parle d'anxiété, mais nous, en tant qu'adultes, on a déjà du mal à faire la différence entre anxiété, entre stress, entre peur, parce qu'il y a aussi des peurs maladies, phobies et tout ça. Donc, il faut déjà faire la différence, le distinguo entre toutes ces émotions. Oui. Donc, le stress, c'est quelque chose face à une situation, un événement, une situation. Et c'est quelque chose de ponctuel. Déjà, on dit j'ai eu un coup de stress, je suis stressée, mais j'étais stressée. On dit souvent, au début j'étais stressée. Et après, généralement ça part et c'est des réactions physiologiques. Mais l'anxiété, c'est quelque chose qui s'installe dans le temps et c'est quelque chose de mental. C'est une protection mentale où on rajoute une pensée. Et c'est quelque chose qui nous prend lorsqu'on pense du futur, de demain, de l'avenir. D'accord. Mais essayer de se projeter dans l'avenir et de penser à tout ce qui peut arriver dans l'avenir et c'est des peurs de l'avenir. Voilà. Exactement. Les enfants sont anxieux en période d'examen. Parce qu'ils ne savent pas par rapport au rendu scolaire, par rapport à... Et c'est la période en plus c'est la période d'examen, le foroud, l'imtihanat. Donc on peut avoir cette anxiété de performance. Exactement. Alors tous les enfants ressentent du stress au début de l'examen. Après, quand ils rentrent un peu dans le mood, c'est bon, c'est quelque chose qui part. Mais l'anxiété, c'est quelque chose qui reste. Il est anxieux, même quand il a les moyennes, quand il a les notes, il est tout le temps anxieux. On va dire qu'il a de l'anxiété, enfin, il a un stress par rapport à un examen, mais l'anxiété va rester dans le temps, dans le sens où même après l'examen, il va être anxieux par rapport à ses résultats, par rapport aux notes et par rapport au futur examen, c'est ça? Exactement. Il faut dire aussi qu'il y a une anxiété qui est normale par rapport à une situation. Quand il y a un enfant, que c'est le premier jour, les préscolaires ou à la crèche, ils sont un peu stressés, anxieux, mais dès qu'ils rentrent un peu à la crèche, ils rencontrent les maîtresses, ils rencontrent les enfants, les jouets et tout. C'est un peu la peur de l'inconnu. Voilà, exactement. Mais oui, ça c'est une anxiété adaptative. Il y a une autre anxiété par rapport à tout ce qui est à venir. Quand on ne sait pas, quand on a des projets de vie, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher et tout. Et là, c'est une anxiété existentielle, mais c'est normal, c'est quelque chose de normal qu'on rencontre. Donc l'enfant peut avoir une anxiété existentielle. Oui. Pardon. Donc,
bon, Existentiel. Le mot existentiel, le mot vous ne voulez pas Voilà. sortir. Donc Voilà. même un enfant, un jeune enfant peut déjà Un jeune avoir enfant ce genre de... peut rencontrer, mais c'est pas la majorité des D'accord. enfants, ou quand ils sont dans un âge plutôt avancé, ça veut dire 10 ans et tout, ils savent pas, ils commencent à penser à certains âges. Mais il y a une autre anxiété, là où on doit s'inquiéter, c'est l'anxiété pathologique quand ça part pas. Il est comme ça, où on voit que l'enfant a des symptômes. Ben justement, il y a des symptômes physiques qui sont apparents quand l'enfant est anxieux. Je disais maux de ventre et ce genre de choses. Quels sont les symptômes qu'on peut retrouver chez un enfant anxieux? Il faut savoir qu'il n'y a pas d'âge pour commencer l'anxiété chez l'enfant. On peut être un fœtus anxieux, on peut être un nourrisson anxieux, on peut être un adolescent anxieux. C'est tout à fait normal. Parfois, dans certaines situations, il faut faire la différence entre le stress et l'anxiété. Par exemple, un fœtus stressé, il va avoir un développement fœtal plus rapide, une maturation plus rapide. Contrairement à un fœtus anxieux, ça veut dire la chronicité, ça veut dire quelque chose qui va perdurer dans le temps. Généralement, c'est des situations où la mère elle-même, durant la grossesse, est anxieuse, donc elle a des problèmes, elle a des facteurs exogènes qui font en sorte qu'elle ne va pas bien durant sa grossesse, et ça se manifeste sur l'enfant, sur ce fœtus, par un retard de croissance intrafœtale. D'accord? Et ce retard de croissance intrafœtale, en fait, l'enfant, c'est comme une plante. Je leur dis tout le temps, l'enfant, c'est une plante. Si on réussit à réunir tous les ingrédients nécessaires, donc on va schématiser ça, l'amour, l'attention, la bonne prise en charge nutritionnelle. Si on l'arrose de tout ça. Si on l'arrose de tout ça, il n'y a aucune raison que l'enfant ne croit pas comme tous les enfants. Il n'y a pas un enfant qui est bête ou là, qui est moins intelligent que d'autres, c'est juste le milieu dans lequel il est en train de croître. Voilà, de croître. Et oui, on voit beaucoup ce qu'on appelle la somatisation de l'anxiété. Ce n'est pas que l'apanage de l'adulte. Il faut savoir que l'enfant, même si certains psychologues ont tendance à dire que l'enfant n'est pas un petit adulte, mais parfois l'enfant, ce n'est qu'un petit adulte avec sa personnalité. Il a le droit d'être anxieux, il a le droit d'être stressé. Et cette anxiété, le stress, ça se manifeste par, comme a dit docteur, par quelque chose de ponctuel. On a une tachycardie, donc on a une accélération du rythme cardiaque, on peut avoir une polypnée, on peut avoir une hypersudation, l'enfant est en train de suer, et ça passe. Généralement, c'est 2-3 heures avant l'examen, etc. Mais un enfant anxieux, attention, un enfant anxieux, c'est-à-dire c'est quelque chose qui perdure dans le temps. Et ça peut être, moi je leur dis aux mamans, si votre enfant est anxieux, ça veut dire qu'il a une conscience de ce qui se tourne autour de lui. Et ça témoigne d'une intelligence émotionnelle et d'une intelligence tout court. Et là, il faut bien interagir avec cet enfant, car ça peut aller d'une simple symptomatologie de manque de sommeil, un peu d'anorexie, l'enfant ne mange pas, jusqu'à une somatisation, c'est-à-dire l'expression organique et physique de ce stress à des enfants qui manifestent des signes comme douleur abdominale du ventre, donc ils ont mal au ventre, ils vomissent, ils ont une diarrhée, il peut avoir des céphalées, donc des maux de tête terribles, et on a même eu des cas des enfants où ils manifestent ce qu'on appelle le syndrome de Munchausen. C'est des enfants qui manifestent des maladies, qui créent des maladies juste pour attirer l'attention de ce noyau familial, qui généralement on le trouve un noyau désintégré, juste pour attirer l'attention, pour dire « et les adultes, je suis là, je suis en train de souffrir ». Et c'est très difficile de faire la part des choses chez les enfants parce que c'est des bons gardeurs de secrets. Voilà, ils gardent très, très bien le secret. Et là, d'où l'intérêt de travailler en combinaison avec les cliniciens, surtout les cliniciens spécialisés dans l'enfant, et la prise en charge, moi j'ai la chance d'avoir avec moi une clinicienne, et la prise en charge de l'enfant a beaucoup changé. Il y a certaines maladies qui ont été réglées, mais d'une façon spectaculaire. Et la maman, elle nous dit tout simplement, j'ai fait le tour. Et comment ça se passe? Tout simplement, on a parlé avec l'enfant, on a discuté avec lui, on a su qu'est-ce qui clochait, et on a pu le régler. Prendre le temps de bien parler, d'essayer de communiquer avec les mots. Voilà. Parler avec un enfant, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours communiquer avec un enfant, c'est pas toujours facile. Il y a des mots qu'on ne doit pas dire peut-être. Il y a des mots, il faut choisir ces mots pour l'aider à exprimer. Peut-être qu'il pourrait exprimer ces choses-là autrement. Pour moi, non. C'est vrai qu'on choisit une certaine manière de parler avec l'enfant. Et peut-être la seule différence, comment parler avec un enfant, c'est de prendre le temps de lui expliquer. On a un peu cette idée reçue que l'enfant ne comprend pas.
Voilà. Et c'est ça, c'est un peu déconstruire cette idée qui est déconstruire déjà dans nos têtes que l'enfant ne comprend pas, mais il comprend comme elle a dit, il comprend le monde où on vit, il comprend qu'il y a des soucis dans la famille, même s'il n'a pas la vocabulaire matière pour voilà. le dire. Oui. Des fois, il y a un souci à la maison et les parents n'osent pas en parler, alors que c'est plus simple, c'est d'éviter. Justement, on se dit, il est trop petit pour comprendre, on ne peut pas lui dire quand il y a peut-être une séparation, quand il y a un deuil, quand il y a un décès dans la famille, on évite d'en parler aux enfants parce qu'on se dit ils sont trop jeunes pour comprendre, mais ils voient et ils ressentent l'ambiance qu'il y a à l'intérieur de la maison, non? Moi, je leur dis souvent aux parents que, souvenez-vous, quand vous étiez petits, quand il y avait un souci, on savait qu'il y avait un souci, même si c'est quelque chose qui est dans les pensées, il se traduit dans nos manières, dans notre gestuelle. Alors l'enfant sait que c'est pas normal et qu'il n'a pas la matière pour comprendre. La matière, c'est nous qui donnons cette matière et c'est juste lui expliquer qu'est-ce qui se passe et tout et lui le faire rejoindre les solutions. Exactement, exprimer ses émotions et justement, vous avez parlé d'émotions et ce que je vous propose aussi de suivre un reportage de notre journaliste Samia. Pas Soumia, on la retrouve en deuxième partie. Samia Boualour qui nous parle des émotions chez l'enfant et on revient tout de suite après. L'enfant a besoin d'équilibre, de repères, de sécurité affective et de stabilité pour bien grandir en étant bien dans sa tête. La santé mentale est un volet important de sa croissance. Un enfant en bonne santé mentale est un petit qui rit, sourit, parle, s'exprime et joue, qui est dynamique et enthousiaste, ouvert au monde. Mais l'enfant peut être sensible quand il est dans un environnement toxique. Les symptômes peuvent être divers: anxiété, angoisse, idées noires, colère, pleurs réguliers, tristesse récurrente, hypersensibilité, suractivité ou au contraire sédentarité et difficulté de concentration, repli sur lui, enfant peu communicant. Les causes peuvent être d'origine très différente. Le corps médical évoque souvent les facteurs génétiques, les conflits familiaux, séparation des parents ou divorce, des événements chocs, rupture familiale, décès, des difficultés d'adaptation, des problèmes de violence, un manque d'estime en soi. Comment favoriser la bonne santé mentale? Pour être bien dans sa tête et s'épanouir, le petit a besoin de grandir dans un environnement sain et stable. Dites à votre enfant régulièrement combien vous l'aimez. Laissez-le s'exprimer et parler. Le dialogue et la communication sont essentiels. Construisez dès les premiers mois après sa naissance des liens affectifs forts. Apprenez-lui à être heureux loin des standards imposés par la société de consommation. Inculquez-lui les petits bonheurs du quotidien, un principe fondamental de la parentalité positive. Être heureux, bien dans sa tête, cela s'apprend et se cultive. C'est un état d'esprit dont vous serez le guide en tant que parent. Exactement, les parents sont là justement pour protéger et aider les enfants à être heureux. Oui, mais cette anxiété peut se traduire aussi par on a parlé des symptômes physiques, mais aussi des symptômes psychologiques. Exactement. Alors, on observe souvent un enfant qui est anxieux, quand même un déclin cognitif. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrive. Ça veut dire qu'il a des soucis de se concentrer, de prêter attention, de mémoriser quand on lui révise. Quand il révise, il n'arrive pas à apprendre seul. Il a besoin de sa maman qu'elle soit avec lui et tout. Et c'est ça le symptôme que reconnaissent toutes les mamans. Oui. Après, par rapport au sommeil, est-ce qu'il a un bon sommeil? Il a une difficulté à s'endormir? Est-ce que son sommeil est interrompu? Est-ce qu'il fait des cauchemars? Est-ce qu'il fait des cauchemars? Exactement. Est-ce qu'il grince des dents? Oui. Parce qu'en général, le bruxisme, quand on grince des dents, c'est qu'on est un petit peu stressé, anxieux. Et tendu, voilà. Et on observe qu'un enfant est tendu. Il est il n'est pas normal par rapport à tout ça. Et il est très fatigué, même s'il est... Le sommeil, il n'est pas de bonne qualité. Ce n'est pas un sommeil réparateur. Voilà, on connaît l'importance du sommeil réparateur et comme son sommeil est agité, et on va en parler justement mercredi, le sommeil de l'enfant. Donc, comme le sommeil est agité, donc du coup, il se sent fatigué, il passe une journée très fatigué, c'est une boucle infernale en quelque sorte. C'est une boucle infernale et puis voilà, la cause, elle est
un peu psychique, il faut aider l'enfant à être plus attentif à son environnement. Et voilà, c'est ça les signes que les parents reconnaissent le plus. Donc on a les signes physiques quand on a des maux de ventre, des vomissements, des mal de tête. On a et les signes psychologiques. Donc manque de concentration, fatigue récurrente, sommeil agité, bruxisme aussi qui peut être physique aussi. Oui. Et une hypermotricité, ça veut dire qu'il bouge beaucoup et tout. Et on a tendance directement à dire que c'est de l'hyperactivité. Alors que c'est pas le mot phare. C'est un mot où on met un peu partout. On stigmatise l'enfant dans il est hyperactif. Il faut savoir que, parce que je travaille beaucoup avec les enfants hyperactifs, le syndrome d'hyperactivité, ainsi que les spectres autistiques, il faut savoir que c'est une entité à part entière. Exactement. Un enfant, quand il est stressé, il est hyperactif, ou au contraire, il est totalement effacé et il est en retrait. Et ça ne veut pas dire que c'est un enfant qui est agité, qui est hyperactif. Mais il faut aussi définir ce que c'est qu'un enfant agité. Voilà. Il faut dire que les enfants, en temps normal, ont besoin de courir, ont besoin de se dépenser. C'est des enfants. Et si on se rappelle de notre enfance un petit peu, on avait besoin de courir partout, de jouer, de se dépenser. Mais la nouvelle génération, on va dire, c'est des enfants éduqués dans une boîte. On est tous dans des appartements, on ne sort pas à l'extérieur, on n'a pas le temps. Et donc, du coup, on a l'impression que si l'enfant ne prend pas une place et s'assoit, on a l'impression qu'il est hyperactif ou il a besoin de... Je crois que c'est de là la différence entre adulte et enfant, c'est qu'un enfant a besoin de plus d'espace, de couper plus l'espace, il a besoin de plus bouger qu'un adulte où il peut rester voilà, assis, mais un enfant qui reste assis une longue période sans qui rien ne bouge faire, pas, qui ne joue pas. Voilà, il est là comme ça, c'est pas bien. Après, c'est les adolescents qui restent comme ça à rien faire, mais un enfant ne doit pas. L'adolescence, c'est expliqué physiologiquement par une sécrétion hormonale qui fait en sorte qu'il est plutôt dans le sommeil profond, dans la polyphagie, il mange beaucoup, il dort beaucoup, mais ça c'est aussi expliqué physiologiquement par une autre peur de manger les adolescents, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Voilà, c'est une autre histoire. Mais les enfants d'intérieur, comme je les appelle, j'ai tendance à les appeler, c'est les enfants d'intérieur. Malheureusement, ils sont de plus en plus. C'est la tendance d'élever ces enfants entre quatre murs. Je leur dis, attendez, c'est un enfant de 5 ans, c'est un enfant de 6 ans. Il a le droit d'être agité parce que c'est comme un lion dans une cage. Il faut qu'il se défoule. Il a un excès d'énergie, c'est tout à fait normal. Il doit se défouler. Donc je leur conseille de faire du sport. Inscrivez-le au sport. Là, il pourra extérioriser cet excès d'énergie. Comme ça, on sort de ce qu'on appelle l'hyperactivité. Sinon, ça va se refléter autrement. C'est des enfants, on a vu des enfants qui passent dans le côté obscur de la force, comme on dit. Voilà. Et c'est des enfants qui commencent à développer des tocs ou des tics et qui nous posent par la suite, nous, un problème. Parce qu'il faut savoir que la maman, dès qu'elle a un souci avec l'enfant, première direction, c'est le pédiatre. Voilà, c'est le pédiatre. Et on vient nous voir pour des raisons X ou Y, des histoires farfelues. Comme vous allez nous donner des exemples. Je rappelle juste le numéro de téléphone. Donc, si vous voulez nous poser des questions, justement, par rapport aux enfants, par rapport à leur santé mentale, leur santé physique, que si vous vivez déjà cette situation, vous trouvez que votre enfant court beaucoup, ou au contraire, il est tout le temps prostré dans son petit coin, qui ne parle pas beaucoup, qui ne bouge pas beaucoup, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et des exemples, je pense que vous en avez beaucoup, vous le recevez régulièrement en cabinet. Énormément. Oui. On a des enfants avec lesquels il faut savoir que l'enfant est une éponge d'émotions. Donc il absorbe tout ce qui l'entoure, il l'absorbe. Et lorsqu'on explique, on prend le temps, il y a plusieurs situations où le côté psychogène et la santé mentale de l'enfant participent dans la santé physique de l'enfant. Et le cas le plus répandu, et je crois que tous mes confrères et consoeurs pédiatres en voient chaque jour, c'est l'énurésie. Donc voilà, l'énurésie. L'énurésie, je parle là de l'idiopathique, donc primaire idiopathique, l'origine psychogène pure. Là, si on prend le temps d'expliquer à l'enfant, de banaliser l'énurésie telle qu'elle, de lui dire que bon, c'est pas un problème, c'est pas une maladie, c'est pas du tout un tabou, c'est tout à fait normal. Même l'impliquer et le responsabiliser dans son traitement, les résultats seront là.
Et c'est la démarche à suivre quand on reçoit en consultation par rapport à l'énurésie, c'est un peu responsabiliser l'enfant, c'est un peu lui donner des astuces pour qu'il soit lui-même conscient de ce qu'il fait. Et quand il participe à son traitement. Et ne pas le gronder, ne pas le punir Ça ou quoi marche que pas. ce soit, parce qu'au contraire, ça va... C'est un cercle vicieux. Voilà. On va Ça va créer un cercle rajouter, vicieux. Voilà. Mais lorsqu'on lui explique, même pour certains traitements, il y a une certaine modalité de cette prise thérapeutique. Je ne m'adresse jamais à la maman, je m'adresse au petit, à l'enfant. Donc les 2 tiers, c'est des garçons. Parce qu'en général, on parle des enfants avec les adultes, devant les enfants, et c'est une chose qu'il faut éviter de faire aussi. Et il y a certaines mamans qui sont participatives, donc jusqu'à ce qu'on leur dise, bon, je lui parle à lui là. Donc voilà, c'est entre moi et lui. Et je lui explique le traitement, voilà ce que tu dois faire, à telle heure, etc. Et lui, il est là. Et on responsabilise en quelque sorte. On le responsabilise et les résultats sont là. Parfois, dans certaines situations, la maman vient seule. Je parle de l'énurésie. Elle vient seule pour poser. Mon fils, il pisse la nuit. Bon, je parle du garçon parce que c'est ce qui prédomine, c'est les garçons. Il pisse la nuit, est-ce qu'il y a un traitement miracle, etc. Ramenez le petit, on doit lui parler. Voilà. En dehors du fait que je dois enlever tout ce qui est organique, qui explique l'énurésie, mais je dois lui parler. Et là, lorsqu'on responsabilise encore une fois, on lui donne à remplir le petit carnet, voilà, on simplifie, etc. Il revient tout content la prochaine fois, espérant, il faut aussi être un peu pédagogue. Donc il y a les petites attentions, les petits cadeaux, etc. Et l'enfant, il est là, il sait qu'il n'a pas fait quelque chose de mal, et parfois, il est tellement détendu qu'il commence à parler avec son médecin des vraies raisons qui ont poussé au développement de cette énurésie, surtout lorsqu'elle est primaire dès le départ. Lorsqu'elle est secondaire, c'est autre chose. Il y a aussi une autre, moins connue que l'énurésie, l'oncoprésie. Oui. On n'en parle pas beaucoup, on a l'impression que c'est tabou, qu'il ne faut pas trop en parler. On en a déjà parlé, on en a fait une rubrique l'année dernière, je pense qu'il faudrait en reparler dans une autre rubrique prochainement. L'oncoprésie, on a du mal à parler de ça. C'est un tabou. Oui. Après l'énurésie, même les enquêtes de l'hygiène scolaire ne parlent pas de l'oncoprésie parce que les mamans n'en parlent pas. Et l'enfant n'en parle pas. On a beaucoup de cas. Bon, certes, il y a les oncoprésies qui sont organique, il y a un problème au niveau du rectum ou au niveau du côlon, où il y a de l'oncoprésie psychogène pure. Et parfois, parce que pour encore faire comprendre à l'enfant et le faire participer, si on banalise la situation, et parfois, même si c'est d'origine psychogène, on convainc l'enfant qu'il est malade. Et s'il prend son traitement par-ci, par-là, il va guérir. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. On lui donne un traitement, un polyvitaminé par exemple, et l'enfant le prend, étant conscient, si je le prends, je vais arrêter. Et il arrête. Dans plus de 75%, le résultat est là. Il arrête. Et là, on entre dans un petit cercle vicieux. La maman croit que le médicament est miracle. Voilà, jusqu'à ce que la prochaine fois, on lui explique, voilà, c'est juste un effet placebo. L'enfant est sain dans sa tête. Il ne se culpabilise plus. Parce qu'on crée encore les systèmes de cercle vicieux. Il ne se culpabilise plus. Il croit qu'il est malade. Il prend son traitement. Il a guéri. Et tout rentre dans l'ordre. Mais c'est un tabou dont on doit parler. Alors, petite définition de l'oncoprésie, c'est le fait de se retenir d'aller à la selle pour la grosse commission, on va dire. L'oncoprésie, plutôt, c'est les fuites. Voilà. D'accord ? C'est des enfants qui ne gardent pas, qui ne retiennent pas le bol fécal, les selles, ou qui ont des fuites. Donc, ils se salissent, donc des petites pertes. Là, en dehors de l'organicité de la chose, soit il est constipé, donc il y a une constipation chronique organique, soit il y a une diarrhée, l'enfant n'arrive pas, ou un trouble carrément sphinctérien, l'origine psychogène, et s'associe généralement, pas généralement, dans la quasi-totalité des cas avec une énurésie. Donc il faut toujours aller chercher l'oncoprésie, et c'est la façon de l'enfant, et on le sait par les phases du développement psychologique de l'enfant, certains enfants prennent l'oncoprésie ou l'énurésie comme système de punition contre les parents. Ils punissent leurs parents en faisant ça et ça et ça. Parce qu'ils apprennent la propreté par des punitions. Et c'est leur manière, on inscrit ça dans leur mémoire, ils commencent à agir comme on leur a appris. Et justement, le rôle des parents et ce qui se passe dans le milieu familial, dans la famille, justement, dans la petite famille, c'est aussi important. Des parents qui se séparent, un deuil, un décès. Tout cela peut engendrer de l'anxiété chez l'enfant, et on évite d'en parler en général aux enfants.
Oui, c'est ce que je disais avant, c'est qu'on a l'impression de le protéger alors qu'on est en train d'empirer la situation. Et puis, quand c'est une séparation, on a l'impression, enfin, l'enfant a l'impression d'être abandonné. C'est plus il sent qu'il est plutôt abandonné par le parent qui est parti que si on lui explique pas la chose. Voilà, quand on lui explique pas, et on a cette notion d'éviter tout souci pour les enfants, alors que la vie réelle est composée de petits soucis, de difficultés. Voilà. C'est le cycle de vie. Après, on peut pas aborder avec lui le souci, le conflit qu'il y a, c'est une manière de le préparer à l'avenir, à comment voilà, l'outiller pour faire face à la vie réelle. Enfin, certaines mamans en sont un petit peu surprotectrices, on en parlait tout à l'heure pendant justement dans les coulisses, sont surprotectrices et veulent protéger leurs enfants de tout ce qui est, on va dire, négatif ou tout ce qui est pour elles. Qu'elle estime pour elle négatif, qui n'est pas forcément négatif pour le développement de l'enfant, mais pour faire moins souffrir le maximum l'enfant. Mais c'est une lame à double tranchant, on va dire. Exactement, c'est ne pas le préparer à la vie réelle. C'est ça, c'est apprendre, c'est être dirigé solution. C'est apprendre aux enfants, oui, il y a des soucis dans la vie, mais il faut un peu penser aux solutions et un peu faire l'expérience avec lui. Et après, il y a des enfants qui rencontrent des difficultés à l'école, où les mamans n'entendent jamais parler et tout. Et mettre un peu la bulle, c'est un peu le préparer à un enfant très... Une surprotégée qui... Exactement. Et justement, en parlant de l'école, il y a un sujet où les enfants ne veulent pas communiquer, c'est l'harcèlement scolaire. Harcèlement scolaire. À ce moment-là, les enfants sont là, ils ne veulent pas effrayer non plus les parents et ne veulent pas que les parents interviennent parce qu'ils ont peur de ce qui peut arriver, les retombées, exactement. Oui. Et l'intervention des parents peut être comment agir. Et je dis souvent, quand il y a harcèlement ou il y a violence, il faut penser d'abord à se protéger, à apprendre à son enfant de se protéger, puis pas à rendre le coup. Oui, parce qu'en général, c'est ce que les parents font. Tu as tapé, tu le tapes toi aussi. Tu le tapes toi aussi. C'est un peu engagé, essayer de réfléchir avec lui des situations où il peut se protéger sans prendre... Parce que la violence, c'est quelque chose c'est une décision qu'on prend. Oui. C'est une solution qu'on prend la décision de Et la violence n'a jamais été une bonne solution. La solution, oui. Lui apprendre à comment gérer ses relations. Et on a des enfants, quand ils sont en colère, ils frappent leurs camarades. Alors il faut leur apprendre à gérer cette colère qui est une émotion très normale. C'est pas toujours évident. Pour nous les adultes déjà, ce n'est pas toujours... La théorie et la pratique, c'est deux mondes. Et pour le harcèlement scolaire, on a vu des enfants qui commencent à faire des pratiques juste pour tomber malade, pour ne pas aller à l'école. Les maux de ventre, les vomissements, ce genre de choses. Peut aller trop malade, je peux pas y aller. Jusqu'à manger de la craie, manger du sable, manger de la terre, prendre des médicaments disponibles à la maison, et ils tombent malades. Donc là, une petite bobologie, la maman, bon, tu pars pas à l'école, tu viens, et lui, soulagement. Aujourd'hui, je vais pas voir telle ou telle personne, je vais pas être victime de ce harcèlement. Et il répète. Et là, plus il répète, plus la maman va voir le médecin, plus le médecin va donner des médicaments, plus ça va encore entraîner tel et tel. Voilà, c'est un cercle vicieux. Et l'approche qui est la plus efficace, c'est de travailler ça avec tous les enfants. Ce n'est pas une approche individuelle qui marche souvent. C'est de vraiment sensibiliser, faire des ateliers contre l'harcèlement, contre la... Préparer déjà son enfant à la rentrée scolaire, par exemple. On pense pas forcément, oui, on va acheter le cartable, on va acheter ceci, on va essayer une nouvelle école, tu vas voir, c'est super et tout ça. Mais on ne le prépare pas au comportement des autres enfants, au comportement qu'il peut, lui, avoir avec les autres enfants, parce qu'il peut, comme il peut être victime, il peut être bourreau aussi. Oui. Et justement, préparer son enfant à ce qu'il ne soit ni bourreau ni victime, et avoir les armes pour pouvoir se protéger et ne pas aussi attaquer les autres. C'est pas toujours évident, on n'y pense pas, mais il faudrait y penser chaque fois. Oui, c'est un parcours. Apprendre à l'enfant l'empathie, la tolérance, la bienveillance, c'est quelque chose qui va l'aider. Généralement, les enfants qui ont ces principes ne sont ni bourreaux ni victimes parce qu'ils ont les bons outils, un peu les bonnes armes pour réussir un peu la vie scolaire.
c'est la vie sociale, oui. Exactement, et ne pas surprotéger non plus les enfants, comme on en parlait tout à l'heure. du Les tout. surprotéger, c'est une arme à double tranchant. Les mettre dans une bulle, c'est que ça soit. Il y a beaucoup de mamans louves, comme je vous ai dit tout à l'heure, et ces mamans louves, il y a deux impacts. Il y a premièrement l'impact immunologique. C'est des mamans qui ne font pas sortir leur enfant, qui les protègent, qui mettent beaucoup de vêtements parce qu'elles ont peur qu'ils attrapent froid, etc. Les virus, etc. Non, j'évite la crèche, j'évite les collectivités pour que mon enfant ne puisse pas tomber malade. Mais là, elle oublie le profil immunologique. On développe notre immunité par le contact d'autrui. Même chose pour la psychologie infantile. S'il n'est pas exposé à un bourreau, s'il n'est pas exposé à tout genre de personnalité, les difficultés de la vie, il ne va pas apprendre. Oui. Et souvent, les mamans transmettent leur anxiété aux enfants. Oui. Je leur dis d'ailleurs. Pourquoi on a vu d'ailleurs, j'ai une blague au niveau du cabinet, je compte les couches, je banalise, je compte les couches de vêtements. Et à chaque fois dans mes émissions, je leur dis, mais le millefeuille de vêtements, on va faire le premier record, le deuxième record, etc. Et qui fait un peu froid, on commence à accumuler les Et je couches. tourne vers la maman, je lui dis, mais vous ne portez pas tout ça. Non, mais j'ai peur qu'il ait froid. Et il y a des mamans qui me disent, j'ai froid. Ah ben, je le dis, votre métabolisme et le sien, c'est pas du tout la même chose. C'est la même chose pour la personnalité. Même si on a une composante héréditaire, l'ADN qui prime dans certaines situations, certains traits de la personnalité sont malheureusement ou heureusement héréditaires. On les a de nos parents. Le côté forgé, comment tailler cet ADN, c'est l'environnement. Encore une fois, que ce soit physiologique, l'immunité, ou le comportement, ou la réaction corporelle et physiologique vis-à-vis d'un intrus exogène, que ce soit physique ou psychologique, on doit exposer notre enfant au danger extérieur. Bien sûr, tout en étant derrière leur dos, en cas où, comme un harnais de sécurité, s'ils basculent par-ci par-là, on est là pour le rattraper. Exactement. Et des solutions, justement. Est-ce qu'il y a des solutions quelle est la première chose à faire? En général, on va voir le pédiatre quand il y a des bobos en général, mal de tête et ce genre de choses que vous orientez ensuite, c'est des enfants que vous orientez vers des spécialistes. La difficulté en tant que praticien, c'est réellement faire sortir le côté psychogène de la chose. Je vous donne un exemple, il n'y a pas si longtemps, j'ai une petite adolescente de 12-13 ans qui m'a été envoyée par un collègue. Et qui présentait des ecchymoses répétées au niveau des bras. Voilà. Et il a fait tout le nécessaire, il a fait une batterie de bilan pensant que c'était un problème de coagulation du sang, etc. Tout est revenu normal. Donc il me l'envoie pour que je puisse prendre le relais et pourquoi pas faire d'autres examens un peu plus poussés, étant installé au niveau du centre-ville. Et je vois les critères de ces bleus, c'est des bleus qui sont localisés généralement au niveau des avant-bras, des avant-bras, là où il y a une accessibilité de l'enfant. Et la forme est identique. Et là, je pose la question à la petite fille, parce que c'est une fillette, je fais sortir la maman, je fais ça rarement, parce que sur le plan légal, c'est un mineur, je dois toujours l'examiner avec la mère, ayant eu le consentement de la maman. Elle sort, je pose la question à la fille, tu me dis comment tu fais ces bleus? Pourquoi il y a les bleus que là? Pourquoi il n'y a pas les bleus là? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, elle m'avoue que en fait, elle suce son bras pour créer les bleus. Voilà, créer les bleus. Et quand j'ai poussé le diagnostic, l'interrogatoire un peu plus, tout en la mettant en confiance, je réalise que cette fille-là gardait un secret depuis plus de 6 mois, un secret familial lourd depuis plus de 6 mois. Et je lui ai donné les conseils de parler avec la maman. On a programmé par la suite une séance de couple mère-enfant, mère-parent, mais c'est avec la maman qui est venue avec la psychologue. Le secret a été dévoilé et toute la symptomatologie a disparu. Voilà, c'était incroyable. Et par la suite, il y avait un sentiment de culpabilité. La petite, elle avait un sentiment de culpabilité parce qu'elle ne savait pas comment interagir avec ce secret. Mais c'est très important de faire réellement sortir le côté psychogène et faire la part des choses. Ça, c'est organique. Ça, c'est psychologique. C'est la même chose pour l'oncoprésie. Il faut d'abord réellement éliminer tout ce qui est organique, parce que psychogène, malheureusement, c'est un mot qui se vulgarise aussi. C'est d'origine psychologique, c'est d'origine psychologique, c'est d'origine psychologique. Non. À défaut,
donc à tort qu'à défaut, je préfère dire que c'est organique jusqu'à preuve du contraire. Et par la suite, si c'est psychologique, passer la main à un expert. Oui. Et l'enfant se retrouve mieux. Exactement, oui. Et oui, justement, ça prend combien de temps quand on prend en charge un enfant qui est anxieux? Là, on l'a vu, ça a pris combien de temps justement Entre le diagnostic, enfin, entre la petite discussion pédiatre-fillette, la prise en charge psychologique, ça a pris 6 semaines. Ça, Et tout est entré dans l'ordre. 6 semaines. Néanmoins, elle a arrêté de se faire du mal, parce que c'était ça, arrêter de se faire du mal. Il y a d'autres cas, comme le couple maman-bébé. Oui. Il y a des enfants qui pleurent, des nouveau-nés qui n'arrêtent pas de pleurer, et la maman, elle vient en détresse, parce qu'il faut savoir que la maman postpartum, elle n'est pas conditionnée physiologiquement ni psychologiquement à gérer certaines situations. Oui. Donc elle stresse facilement, c'est hormonal, c'est tout à fait normal. Des enfants qui pleurent, elle fait le tour de la thérapeutique douce traditionnelle, donc les tisanes, les massages, les bains, et par la suite elle vient voir le changement de lait. Parfois on a des mamans qui changent, elle fait une danse de lait. Il a des coliques, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est des coliques, c'est la période, etc. Puis elle vient voir le médecin. Mon enfant n'arrête pas de pleurer, et on découvre qu'à l'examen, il y a certains, c'est des coliques, et on tourne. On doit voir le couple mère-enfant, surtout dans la période néonatale immédiate, surtout s'il y a un allaitement maternel. Il faut savoir que si la maman va mal, le bébé va mal. D'ailleurs, je leur dis, maman pleure, maman sourit, bébé dort. Sourit, oui. Voilà. Et il faut, dort surtout. Dort surtout, voilà, dort. Parce que c'est le but. Elle veut qu'il dorme, qu'il arrête de pleurer et qu'il dorme pour qu'elle puisse se récupérer. Et là, parce que tout passe dans le lait maternel. Oui, il y a une substance qui est sécrétée, ça a été prouvé. C'est les hormones qui... Voilà, il y a une substance, lorsque la maman est anxieuse, lorsqu'elle est stressée, il y a une substance qui passe dans le lait maternel et qui provoque des coliques chez le nourrisson. Voilà. C'est aussi simple que ça. D'où l'importance de la pluridisciplinarité de la prise en charge de ces enfants. Oui. C'est l'enfant symptôme, ce qu'on dit. Par rapport à la prise en charge, on rencontre des fois des entretiens qui sont thérapeutiques. On ne fait rien, c'est juste d'en parler, c'est juste l'enfant écoute la difficulté de la maman, sa culpabilité, écoute et l'enfant a de l'empathie envers sa maman et ça se règle. Et même la maman va changer certains de ses comportements. Par rapport à l'anxiété que vit l'enfant, comme on a dit, c'est un acte mental, c'est un peu remplacer l'idée, la pensée négative par une pensée positive. Et ça, c'est l'une des premières choses qu'on conseille aux mamans. Si ça ne marche pas, on peut lui apprendre certains comportements. Quand tu es stressé, quand tu es très anxieux, tu peux compter, par exemple, tu peux observer et compter combien il y a d'objets bleus ou combien il y a de... Détourner l'attention vers quelque chose d'autre, ou lui apprendre à faire de la respiration. Maintenant, il existe des applications. Oui, on peut le faire avec les enfants, adultes et enfants aussi. Et si ça ne marche pas, il faut consulter un psychologue qui va faire un programme, qui va faire un programme. Et souvent, il y a une prise en charge familiale, parce que l'enfant, il est seul. Sur votre idée d'empathie chez l'enfant, certains enfants très empathiques vis-à-vis de leur mère, j'en ai rencontré, et surtout les petits diabétiques, j'en ai vu 2 ou 3 cas avec lesquels l'enfant est tellement empathique vis-à-vis de sa mère, il culpabilise parce qu'il est diabétique, il voit la maman qui est triste, qui est déprimée. Il y a eu un petit garçon âgé de 5 ans qui ne comprenait pas c'est quoi le diabète, qu'est-ce qu'il a. Pour lui, le diabète, j'ai beaucoup de sucre dans le sang et je prends ce médicament pour baisser ce sucre. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il faisait des hypoglycémies, donc des chutes de taux de glycémie dans le sang qui étaient inexpliquées. Et on a continué à baisser la quantité d'insuline administrée dans le basal bolus, dans l'insulinothérapie fonctionnelle. Et malgré ça, l'enfant continuait à faire des hypoglycémies. Et là, en posant la question à la maman, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je fais tout ce qu'il faut, Et elle n'arrêtait pas de pleurer dans un état d'agitation devant l'enfant. Elle a fait un burn-out devant l'enfant. Et il lui dit, maman, mais qu'est-ce qui se passe? Je prends le médicament pour guérir. Qu'est-ce qui se passe, maman? On se tourne, comment tu fais? À chaque fois que je mange ou je bois, je prends l'aiguille et je l'injecte. C'est parce que je veux guérir ce médicament, il va me guérir, ma maman ne va plus pleurer, etc. Vous voyez, si on avait pris le temps, parce que nous aussi on est coupables, c'est pour ça d'où l'intérêt de l'éducation thérapeutique. Voilà. Expliquer à l'enfant
sa maladie, la simplifier. Là, il va agir et interagir avec son traitement. Moi, je dis Très souvent bien. qu'une maman a une fonction. Oui, rapidement, dernier mot. Oui, a une fonction et il ne faut pas que ça dépasse la fonction maternelle, nourricière, amour et tout, et qu'il y a des choses qu'il faut que les prises en charge prennent. Voilà, Pluridisciplinaire. Voilà. Exactement. Merci Madame Farah Haraïsi, vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute. Merci pour votre participation à Merci l'émission. à vous de me recevoir. Docteur Sarah Djarafi, pédiatre venue de Constantine pour Ma famille, ma vie. Merci encore pour votre C'était un plaisir. C'était un plaisir partagé en tout cas avec vous deux. Et tout de suite, nous passons à la deuxième partie de l'émission avec les rubriques. Sur le plateau de Ma famille, ma vie et les filles sont là. Bonjour Soumia Zerouali. Bonjour Mounia, comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Naoud. Bonjour Mounia Vitis. Bonjour Soumia Zerouali. Comment ça va? Très bien. Et toi? Alhamdulillah, ça va, tranquille, alhamdulillah. Aujourd'hui, dans ta rubrique Wichel, on parlera De comment gérer le stress du petit, de vos enfants, pour les examens. exactement. Anxiété de performance, on en parlait justement. On en a parlé un petit peu, mais pas beaucoup. On en parlera avec toi dans la rubrique Wichel en fin d'émission. C'est la période d'examen. Respirez les parents, respirez, ça va bien se passer. Et avec nous, bien sûr, Widad Agabi. Bonjour, docteur. Bonjour Mounia. Ça va? Ça va, merci. Et toi? Très bien. Merci. Alors, l'avis de l'expert, c'est tout de suite avec Widad Agabi. Et avec toi, Widad, aujourd'hui, nous parlons de vaccination contre la grippe saisonnière. Justement, il est important de se vacciner. Pourquoi est-il important de se vacciner? Parce qu'on le dit chaque année, on le répète chaque année, et apparemment, il faut encore le rabâcher tout le temps, pendant toute l'année, qu'il faut se vacciner contre la grippe, parce que la grippe tue aussi. Exactement. Donc, on parle de la grippe et du froid, mais il n'est pas là encore le froid. Hein. Un peu le matin. J'arrive très tôt le matin et un petit peu froid. Mais Oui. après, il fait bon. C'est vrai qu'il fait très bon. Exactement, oui. Donc, il faut se préparer. Oui. Alors, déjà, la campagne vaccinale en Algérie a déjà commencé Débuté. en mi-octobre. C'est important parce que vous savez très bien que la grippe, c'est vrai que c'est une infection fréquente, très contagieuse, qui guérit spontanément au bout d'une semaine. Mais dans de certains cas, ça peut aller ça peut donner une détresse respiratoire, donc des troubles respiratoires qui vont amener le patient à être hospitalisé et en réanimation parfois même, et dans d'autres cas, ça peut mener au décès malheureusement. Donc d'où l'intérêt et l'importance de la vaccination. Bien sûr et bien évidemment, on ne va pas recommander la vaccination à tout le monde. Donc, Justement, qui est concerné par la vaccination? voilà, donc il y a un groupe à risque qui doit se faire vacciner, notamment tous les sujets de plus de 65 ans. Et puis ceux qui sont moins de 65 ans, ceux qui sont concernés, c'est ceux qui ont
les cardiopathies, c'est-à-dire des maladies cardiaques, des maladies pulmonaires ou respiratoires telles que l'asthme par exemple, les immunodéprimés, donc ceux qui souffrent d'une maladie auto-immune, ceux qui souffrent d'un cancer, les diabétiques aussi, ceux qui sont sous immunosuppresseurs, donc les traitements qu'on donne, par exemple la chimiothérapie, des corticoïdes à forte dose et pour une longue durée, et pour les traitements qu'on donne chez les patients qui sont suivis pour maladies auto-immunes, maladies de Crohn, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, tous ces traitements vont causer une immunodépression, donc vont baisser le système immunitaire de la personne, d'où l'intérêt de la vaccination. Et puis il y a une autre personne qui est concernée, c'est la femme enceinte. Oui. Voilà, la femme enceinte, le problème c'est qu'il y a beaucoup de traitements qui sont contre-indiqués chez la femme enceinte. Justement, parce que quand la femme est enceinte, en général, elle a peur de tout prendre. Elle a peur de prendre même du paracétamol, même s'il faut quand même le prendre avec précaution. Donc on se dit tout ce que je prends peut être nocif pour mon bébé. Oui. Donc du coup on évite de tout prendre. On se dit vaccination, pourquoi me vacciner? Après pour l'enfant, est-ce qu'il y a des risques pour l'enfant ou pas? Donc on est un peu comme ça, on a un petit peu peur de tout. Ouais. Alors ce qui est recommandé chez la femme enceinte, c'est la vaccination. Ça va lui éviter justement en fait la femme elle a aussi un état d'immunodépression et donc la grippe elle sera vraiment forte chez elle. Moi je vois des patientes donc 15 jours, voire 20 jours de symptômes en train de souffrir, la fatigue qui reste après. Donc, personnellement, en tant que médecin, je ne peux rien lui donner. Donc, je peux juste lui conseiller un repos, bien s'hydrater, bien manger, bien dormir. Et puis, du paracétamol en cas de fièvre seulement. Et justement, la femme enceinte dès le premier trimestre ou aussi les femmes enceintes du troisième trimestre, à quel moment se faire vacciner? Elle peut le faire tout au long de la grossesse. Donc, si on est dans la période où il faut se faire vacciner, donc elle doit se faire vacciner. Comme ça va lui éviter d'avoir une forte grippe. Donc, surtout en ce moment en Algérie, donc le vaccin il est quadrivalent. Donc, on a les 4 souches les plus virulentes qui sont dans le vaccin. Généralement, chaque année, on regarde le virus qui circulent. Et puis, on essaye de faire des probabilités, surtout sur les virus de l'année prochaine. Exactement. Donc, quand on se fait vacciner, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas attraper la grippe, au contraire. Exactement. Voilà. On n'est pas protégé dès le premier jour. Exact. Parce que souvent, quand on se fait vacciner et on tombe malade tout de suite après, on se dit « Ah bah voilà, fallait pas me faire vacciner parce que c'est le vaccin qui m'a fait mal. » Oui, c'est ça. Mais il faut qu'on comprenne que ce sont plutôt les symptômes, enfin la maladie en elle-même, l'infection en elle-même qui est plus dangereuse que finalement le vaccin, surtout même pour la femme enceinte. C'est-à-dire se faire vacciner, c'est se protéger, contrairement à ce qu'on pense. Tout à fait, oui. Donc déjà, après la vaccination, il faut 15 jours pour que le vaccin soit efficace. Voilà. Donc dans les 15 jours où on a fait la vaccination, où on a eu l'injection, les premiers 15 jours, il faut quand même faire attention, distanciation. Si on a une personne justement fragile, faire attention à risque, voilà, justement. Donc il faut faire attention, se désinfecter les mains. Enfin, on en a parlé déjà mercredi dernier par rapport à la grippe et les risques. Oui. Effectivement. Donc si durant les 15 jours, il faut prendre toutes les précautions nécessaires et puis au bout de 15 jours, normalement, on est protégé. Le corps arrive à fabriquer ou à produire les anticorps qui vont nous protéger. Il faut savoir qu'on va être protégé des formes graves. Donc, on peut toujours attraper la grippe, avoir quelques symptômes. Donc, la forme banale, pardon. Et donc, la vaccination, elle va nous éviter l'hospitalisation et dans les cas les pires, c'est le décès. Donc, pour la vaccination, c'est une injection en sous-cutanée. Donc, généralement, ça donne peu d'effets secondaires, soit une petite rougeur, une petite douleur au site d'injection. Mais il y a des cas de réaction allergique. D'accord. On peut faire une allergie contre le vaccin de la grippe? Tout à fait. Quels sont les signes, justement? Une réaction allergique, donc carrément soit urticaire, soit œdème, soit difficulté à respirer. C'est pour ça, d'où l'intérêt, si c'est la première vaccination ou la première injection, d'aller se faire vacciner en milieu hospitalier, dans des centres de vaccination où on a un personnel soignant à côté qui va savoir gérer directement cette réaction allergique. Donc la réaction allergique, elle arrive tout de suite après l'injection, c'est pas quelques heures après, en général? Ça peut.
ça peut, oui, ça peut. Mais on a peur surtout celle qui vient juste qui est directement. fulgurante, qui Voilà. peut être limite Oui, fatale. Exactement. D'accord. Parce que j'ai déjà vu des patients se faire vacciner à la maison. la S'ils maison ont un entourage, un infirmier dans la famille, D'accord. donc ils vont se faire à la maison, se faire vacciner. Donc non, si c'est la première fois, il faut aller dans les centres de vaccination. Et puis aussi, il faut être vigilant par rapport si on a de la fièvre, si on est déjà grippé, donc on est malade. On ou, a des symptômes. Voilà, on a des symptômes ou on a une autre infection. Donc laisser le corps se reposer après l'infection. Et puis, c'est-à-dire on va retarder la vaccination. Parce que si on va se faire vacciner en même temps qu'une infection, on peut affaiblir notre système immunitaire. D'accord. C'est la question qu'on pose toujours avant de faire un vaccin. Voilà. Ouais. Donc, Est-ce N'importe qui. que Oui. certains ressentent de la fièvre après, c'est-à-dire dans les 24 heures ados qui suivent la vaccination? Est-ce que c'est dû au vaccin? oui, donc c'est le système immunitaire qui est en train d'agir. Donc C'est on bon peut- signe finalement. Bah oui, c'est le signe qu'on peut avoir. Il y a des gens qui vont rien sentir, mais il y a des gens qui vont avoir quelques symptômes, donc des courbatures comme ça qui vont passer en 24 heures, ou une petite fièvre, un fébricule on va dire, qui va passer aussi en 24 heures. Donc juste du paracétamol et tout va rentrer dans l'ordre. C'est comme pour les bébés quand on les vaccine. S'il Oui. y a de la fièvre, c'est que tout va bien. Au contraire, c'est que le vaccin agit. On l'avait déjà dit, c'est parmi les systèmes de défense. Exactement. Voilà. Il y a 2 semaines à peu près, on a parlé des systèmes de défense. C'est exactement ça. Donc, Alors justement, en parlant d'enfants, est-ce que les enfants sont concernés par la vaccination? Parce que là, on a parlé des femmes enceintes, des personnes âgées, des personnes à risque, mais les enfants? Oui, donc les enfants de plus de 6 mois peuvent se faire vacciner, surtout si ils ont des maladies à risque, notamment les cardiopathies, les affections pulmonaires, les problèmes hématologiques tels qu'une drépanocytose, ceux qui sont splénectomies, c'est-à-dire ceux à qui on a enlevé la rate, D'accord. et donc ceux qui sont immunodéprimés en général sous chimiothérapie par exemple. Asthmatique et allergie, oui ou non? Oui, bien sûr. Vous aussi? Oui, oui. D'accord. Oui. Donc si on a un enfant qui fait de l'asthme ou qui a de l'allergie, vaut mieux le vacciner contre la grippe. Ça fait partie des affections respiratoires et Respiratoires. pulmonaires. Voilà. Donc, Très bien. C'est mieux de le protéger. Bah super, Voilà. merci Wided. Merci à vous. Merci pour les conseils. Alors faites-vous vacciner, c'est important pour votre santé et pour votre entourage. On passe à toi. Allons-y. Oui, Après, cher. le jingle. Anxiété, le jingle est passé. On peut commencer. Alors, gérer le stress de son enfant, justement, pendant les examens, ça Oui. vous parle? Ça me parle parce qu'on en parle souvent Oui. pendant toute l'année, que ce soit avant les examens ou avant le bac, le BEM. Donc l'anxiété anxiété de performance en général, C'est ça. on en parle souvent parce que les parents sont là et les enfants sont là. Et Parce on que les sait pas quoi parents sont faire. stressés, justement. Voilà. Et sans le vouloir, ils transmettent le stress à l'enfant. Et justement, il ne faut pas, votre enfant va passer son examen, et ben, il est stressé du coup. Toute la famille est stressée, et ça, c'est pas bien pour votre petit. Mais si on arrive à comprendre ce que c'est que le stress, ben, on arrive facilement, on réussit à l'apprivoiser, mieux encore, à le maîtriser. Pour que ce moment que vous redoutiez le plus ou que votre enfant redoute le plus, c'est-à-dire le moment de la révision à la fois et bien évidemment de l'examen, l'examen. devienne un pur moment De de bonheur, plaisir. Oui. j'en doute. Allez, comment gérer le stress du petit pendant l'examen? Ça, c'est la grande question que se posent la Les plupart des parents. Et bien sûr, comme on le sait, ça engendre beaucoup de stress à l'enfant. Il a peur à la fois de décevoir son instituteur ou son institutrice, mais il a peur aussi et surtout de décevoir Ses parents. ses parents. Donc, ça crée un état de stress et puis il est tétanisé face à sa copie, il a peur et tout. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter à travers les conseils qu'on va vous donner aujourd'hui. Mais justement, il faut comprendre que le stress, c'est une réaction normale. C'est une réaction de l'organisme normale qui vous permet de vous adapter à un événement. Donc, l'événement, c'est l'examen. Et le stress est une réaction normale. Donc, si on comprend ça, ben, on aurait tout compris. Exactement. Et on peut justement le maîtriser. Alors, on va vous donner dans Michel aujourd'hui le top 10. Allez, le top 10 des meilleures méthodes pour Surtout aider que votre enfant. Je voulais rajouter un truc, surtout Oui. que on dit souvent et on le dit aux enfants et il vaut mieux éviter de le dire, le premier trimestre c'est le plus important, c'est le plus lent et si tu n'as pas travaillé dans le premier trimestre, tu auras du mal à récupérer pour le deuxième et troisième trimestre. Donc Oui. il faut tout donner dans le premier trimestre. C'est la chose à éviter bien sûr. C'est Éviter la de chose dire.
à Je pense. éviter, absolument. Comme je l'ai dit, on va voir Le top 10. le top 10 des meilleures méthodes pour aider votre enfant. Alors, première chose que tout le monde fait et qu'il ne faut pas faire, c'est ne jamais réviser la veille de l'examen. Eh oui. Pour Ça- certains, ça pourrait être réconfortant plutôt de réviser, de se rassurant, on va Et dire. ben voilà, voilà ce que font les parents, comme Monia. Non, je ne le vis pas encore et j'essaie de prendre note de nos experts à chaque Pour fois. l'instant, donc, elles sont pour en le phase moment- la phase examen, vraiment, Pour le moment, il n'y a pas d'examen. vraiment gentil examen. Exactement. Voilà, allez. Alors, ne jamais réviser la veille de l'examen, ça permet à l'enfant d'être en confiance, d'être épanoui, bien dans sa peau et de démarrer la journée de l'examen bien. Tranquille. Tranquille. Il faut aussi créer une ambiance détendue à la maison en incitant l'enfant. Comme vous le savez, les enfants aiment jouer, donc on va inciter tout le monde, toute la famille participe à jouer avec lui. Il faut aussi expliquer à son enfant que c'est vrai, c'est un examen, c'est important, mais ce n'est pas vital. Exactement. Voilà. Donc, il faut aussi changer d'air, penser à une balade en nature, penser à faire de l'exercice ou jouer carrément fil homa, tout simplement. Voilà. Donc, ça peut vous faire du bien. Regardez des films drôles pour enfants. Toute la famille peut s'amuser en faisant Exactement. ça. Et ça crée une ambiance détendue aussi. Il faut aussi, ça c'est quelque chose qui est très important, la veille de l'examen, lui raconter une histoire avant de se coucher. Oui. Ça crée donc une complicité entre vous et votre enfant, entre le parent et l'enfant. Et puis, c'est un moment d'apaisement aussi pour le petit. Le coucher plus tôt, ça c'est très important la veille, le coucher plus tôt que d'habitude lui permettra d'avoir une bonne nuit de sommeil et d'être en forme le lendemain et prévoir le lendemain plus de temps pour se préparer, comme ça on évitera les moments de pic de panique. stress. Oui, et tout. pour faire vite, on est en retard, examen. Voilà, c'est ça. Et puis, vérifier ses affaires pendant les examens, même si vous ne le faites pas pour tous les jours, c'est lui qui le fait. Cette fois-ci, vous pouvez faire une exception et vérifier ses affaires. Ça Pour lui être sûr qu'il ait le stylo bleu et le stylo vert. Et voilà, mascara, ça lui et évitera d'oublier des affaires et de stresser par la suite. Exactement. Et puis, lui préparer un bon petit déjeuner équilibré et multivitaminé. Tout à l'heure, on en discutait avec Dr Agabi. Elle m'avait dit, traditionnellement, en Algérie, on donne le morceau de De sucre sucre. le matin. Est-ce que c'est bon Moi, j'ai eu ou c'est droit mauvais à ça Oui. même à la fac. Eh ben voilà. Ma mère, elle s'est levée tous les jours le matin, très tôt Jour avec d'examen. moi, pour me donner le Correct. petit... Ouais. Ah, c'est un Délicate rituel, attention, délicate attention. Oui, donc normalement c'est un bon petit déjeuner bien équilibré. Moi c'était surtout un petit moment avec ma mère que j'ai partagé. C'était une petite attention Voilà. de sa part. Voilà. C'est un petit rituel qu'il faut garder, qu'il faut garder. Je ne sais pas si avec un carré de sucre, on pourrait le faire peut-être avec autre chose, mais Oui, c'est un petit une rituel des dates, voilà, Oui. qui peut rassurer l'enfant, qui peut apaiser, et puis c'est toujours de bons souvenirs quand on se rappelle Bien sûr. une fois adulte. Je pense que Exact. c'était le dernier conseil. Il y en a d'autres, mais... Un dernier Un pour dernier. dire au revoir. Allez, pour récapituler et Oui. pour dire au revoir, les conseils les plus importants, c'est de rester calme pour ne pas transmettre sans stress aux petits, c'est d'encourager la communication et encourager les habitudes saines et créer un environnement sain et puis lui rappeler que vous êtes là pour lui et que vous avez confiance en lui et en ses capacités finalement. Exactement. Merci Soubia et merci Merci. Ouidad. Et bien Merci, sûr, Ouïa. évitez de lui demander s'il a bien travaillé parce que c'est ce qui est passé et ça ne sert à rien de revenir sur le passé. Ça ira pour la prochaine fois. Voilà. Merci les filles. Il se rattrapera de toute façon. Voilà. Merci à toi Mounia. On se retrouve, vous retrouvez l'émission demain à partir de 10h30 sur Canal Algérie avec Myriam Moussaïd. Et moi, je vous retrouverai mercredi pour parler du sommeil qui est tout aussi important chez l'enfant.